Pierre Pichinin, bonjour, vous êtes politologue et historien du monde arabe. Vous venez de rentrer de Syrie où vous étiez parti en observation de terrain, mais le voyage s'est cette fois mal déroulé puisque vous avez passé 6 jours dans les prisons syriennes à la suite d'une arrestation par les forces de Bachar al-Assad. Pouvez-vous revenir sur ces événements ? Moi j'étais en Syrie pour la 3e fois, j'étais déjà en Syrie au mois de juillet, donc pendant un peu plus de 10 jours j'avais pu me déplacer un peu partout, très très librement. J'étais revenu en Syrie sur invitation, je le précise, mais c'est pas un problème, sur invitation du gouvernement. Le point de vue que j'avais donné, les analyses aussi que j'avais produites sur la situation en Syrie étaient très à contre-courant de ce que la grande presse internationale, qui n'était pas présente sur le terrain, donnait à ses lecteurs. Et donc le gouvernement syrien, mais ce n'est pas mon but, mais le gouvernement syrien semble-t-il avait estimé qu'il n'était pas mauvais que je puisse continuer à investiguer dans le pays. Donc je suis revenu en décembre à leur demande. J'ai pu avoir un visa à nouveau et là j'ai eu l'occasion, parce que le deal était quand même clair. Le ministère de l'Information me proposait de participer à des observations avec des journalistes russes et chinois notamment. Et je voulais de mon côté pouvoir avoir quelques jours de liberté. Ils n'étaient pas très contents, mais j'ai quand même pu aller à Hama, rencontrer les manifestants seul. Je me suis un peu sauvé un jour sans les prévenir aussi. Je suis allé jusqu'à Homs et j'ai réussi à entrer dans les quartiers bombardés et j'ai rencontré Fadwa Suleiman et des membres de la rébellion. Si vous voulez bien, je profite d'une toute petite parenthèse pour mettre un petit quelque chose au point. Il y a un article qui a été publié avant même que je sois libéré, donc hier, par le journal Le Soir en Belgique, où on fait état d'un bouquin qui est sorti en France, les carnets de route de Homs ou quelque chose comme ça, par 2 auteurs français qui me critiquent en disant que c'est possible. Je crois qu'il y avait un photographe qui s'appelle Mani, et puis l'autre, je me souviens pas de son nom, qui me critique en disant que j'étais à Homs effectivement à ce moment-là, mais que j'aurais été complice du gouvernement de Bachar al-Assad, et que j'avais que j'ai évité les snipers pour aller jusqu'au quartier en question. J'ai pu rentrer dans le quartier parce que les snipers du gouvernement avaient reçu l'ordre de ne pas me tirer dessus. Je crois que ce qui vient de m'arriver là en Syrie dément complètement ce qu'ils ont écrit et les met dans une situation particulièrement gênante de m'avoir ainsi attaqué sans jamais m'avoir d'ailleurs interviewé ni demandé quoi que ce soit. Voilà, ceci c'est une question que je voulais régler parce que l'article Le Soir, un journal belge, quotidien national important, en parlait et ça m'a blessé énormément quand j'ai lu cela après ce que je viens de subir en Syrie quand je suis rentré hier soir. Donc je ferme cette parenthèse. Alors je suis parti maintenant pour un 3e séjour il y a quelques jours, donc le 15 mai, je suis entré en Syrie pour un 3e séjour d'observation. J'étais au Liban à partir du 12 mai. Il y a eu des problèmes à Tripoli, comme vous le savez probablement. Tripoli au Liban, où le quartier Alaouite, donc les Alaouites, les partisans du gouvernement Assad, donc il y a une communauté Alaouite au Liban aussi, partisan au président Assad en Syrie est issu de cette communauté. Le quartier Alaouite était assiégé par les milices sunnites pro-Hariri qui, elles, soutiennent la rébellion armée en Syrie, depuis le Liban. Donc c'était intéressant pour moi d'être présent là. Je suis allé voir ce qui se passait, j'ai rencontré les miliciens sunnites, j'ai pas pu accéder au quartier Alaouite. Et de là, j'ai passé la frontière. Je tiens à le préciser aussi de manière tout à fait légale. Je n'entre pas en Syrie, on me contrôler tous les 10 kilomètres par un checkpoint, sans visa, évidemment. Certains détracteurs pro-Assad disent, voilà, c'est normal qu'il soit fait casser la figure par les services de sécurité. Il était dans un territoire souverain, sans visa. Non, j'avais un visa légal, pris à la frontière, au poste de Masna, en quittant le Liban. C'est un des mystères de l'Orient, c'est ainsi. On n'a pas de visa à l'ambassade, parce que cette fois-ci, l'ambassade de Belgique, le siège en Belgique n'avait pas donné de visa, mais en revanche, par des réseaux que je ne dévoilerai pas pour ne pas les mettre en
danger, je savais qu'il y avait possibilité, avec un peu de chance, d'avoir un simple visa frontalier de tourisme donc à ce poste. À partir de là, mon objectif était de cartographier la situation de la rébellion, de déterminer quels étaient les bastions tenus par la rébellion exactement à travers le pays, et d'essayer de rencontrer la rébellion, l'armée syrienne libre plus exactement, parce que la rébellion, l'opposition est très très plurielle en Syrie, comme je l'ai toujours dit, et de déterminer quel pouvait être le potentiel réel sur le terrain de l'armée syrienne libre face au gouvernement de Bachar al-Assad. J'ai pu gagner dans les premiers jours Homs, où un quartier Baba-Mer est toujours en résistance, ou plus exactement connaît une nouvelle recrudescence de résistance. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Je pensais que la ville était complètement aux mains des partisans d'Assad, du régime. J'ai ensuite de Homs gagné Talbichet. Talbichet, c'est une petite ville entre Homs et Rastan, et Talbichet est totalement aux mains de la résistance, de la rébellion. J'ai pu entrer dans la ville de Talbichet par une petite rue qui n'était pas gardée par l'armée, et rencontrer l'armée syrienne libre. J'ai été très impressionné par leur organisation intérieure. J'ai rencontré dans un bâtiment de plusieurs étages, complètement dévolu à l'administration de l'armée syrienne libre. J'ai rencontré les officiers en uniforme, avec sur leur revers de l'uniforme le nouveau drapeau 3 étoiles. C'était pas des guerrieros de campagne, on était vraiment dans une administration bien organisée, avec tout un petit centre informatique doté de PC. Donc il y a une logistique, l'armée syrienne libre travaille de manière très organisée, les différents bastions sont coordonnés. Oui, je vous écoute. Alors, avez-vous vu des Occidentaux dans ces locaux? Aucun Occidentaux, non, je n'ai pas vu. Bon, soyons clairs, on sait que l'armée française, c'est pas moi qui l'invente, le canard enchaîné en a fourni des preuves, l'armée française, depuis des mois, assure une partie de la logistique de l'entraînement à la guérilla urbaine de l'armée syrienne libre, notamment depuis les camps de réfugiés en Turquie. Donc, cette armée, c'est une information que je vous donne là, qui est, je crois, assez intéressante. Elle est beaucoup mieux organisée que je ne le pensais, et que de manière générale, on ne le pense. Mais elle se perd, elle est très souterraine. J'ai eu des informations aussi à Damas, là je peux donner moins de détails parce que ça mettrait en danger certaines personnes, comme quoi, même à Damas, cette armée syrienne libre est présente. Elle attend un appui extérieur pour pouvoir se manifester, parce que sans cet appui, elle sait qu'elle ne pourra pas vaincre les forces gouvernementales. Donc j'ai quitté Talbichet et j'ai continué vers Rastan. J'ai pas pu entrer dans la ville de Rastan. Elle était complètement autonome là aussi. Moi j'étais arrêté par l'armée à ce moment-là, qui m'a contrôlé pendant un certain temps, et pendant que l'armée se trouvait en face de la ville, sur une hauteur en face de la hauteur occupée par la ville, et quand pendant que qu'on me contrôlait, à un certain moment, des rafales de mitrailleuses lourdes ont commencé à arroser le camp de l'armée. Donc on a vraiment une résistance très forte dans Rastan, et l'armée n'arrive pas à en reprendre le contrôle. J'ai continué ma route sur Hama. À Hama, les observateurs de l'ONU étaient là, l'armée, la police avaient vraiment mis des bouchées doubles, tout était très calme. On a vraiment nettoyé la ville depuis les émeutes qui ont eu lieu dans les mois précédents. On a réfectionné si je puis dire, le tarmac qui avait été brûlé par les barrages de pneus enflammés, etc. On a vraiment nettoyé cette ville qui est toute pimpante, repeint les bâtiments publics, de grands portraits de Bachar al-Assad, de trônes partout. J'étais vraiment saisi de voir comment Hama a été remise au pas par le gouvernement. Alors qu'en décembre, j'y étais avec les manifestants. J'avais appelé ça l'intifada de Hama. On voyait donc les manifestants qui jetaient des pierres contre la police, qui répondaient par des lacrymogènes. Et on avait des émeutes des manifestations assez présentes et qui mettaient la pression sur les forces de l'ordre. Ce n'est plus le cas maintenant.
Voilà pour le tour que j'ai fait. Il est plus de 17 mai, j'envisageais de me rendre à Talkalak et à Al-Qousser, qui sont deux villes proches de la frontière libanaise, pas très loin de Homs, pour me rendre compte de l'état de la résistance, de la rébellion dans ces deux villes. Et arrivé au checkpoint à l'entrée de Talkalak, j'ai été arrêté par les services de sécurité. En fait, après 2 heures de négociation pour pouvoir entrer, de vérification de mon passeport, on m'a dit oui, vous pouvez entrer, mais pour votre sécurité, enfin, pour que je puisse savoir certaines choses, c'est ainsi que je l'ai interprété, vous entrez avec une voiture de la sécurité et on vous conduit. Bon. Il faut savoir faire des compromis si on veut quand même voir un petit quelque chose, donc j'ai accepté, et dès que j'ai été dans la voiture, on m'a menotté dans le dos et embarqué immédiatement dans le centre des services de renseignement de Talkalak. Alors comment cette arrestation a-t-elle été justifiée? Alors, je pense qu'il y a eu une grosse boulette à mon propos de la part des services secrets syriens. Je dis grosse boulette parce que il n'y a aucune communication. Il y a environ 7 services secrets différents en Syrie qui s'espionnent les uns les autres, qui ne sont pas en contact avec les différents ministères, qui déjà ont du mal à s'accorder les uns les autres, entre le ministère de l'Information et le ministère des Affaires étrangères par exemple, d'expérience, je peux le dire. Et donc on m'a arrêté sans savoir qui j'étais. Et je dis grosse boulette parce que on m'a emmené dans des centres de détention. J'ai pu voir tout ce qui s'y passait. Je fais absolument pas attention à ce que je voyais ou pas. Et ensuite, on m'a quand même relâché. Donc maintenant, moi, je reviens alors que j'avais toujours été non pas un défenseur du gouvernement Al-Assad. J'ai toujours dénoncé la dictature et les pratiques de ce gouvernement. Mais j'étais plus modéré, je vais dire, que ce qu'on pouvait lire dans la presse de manière générale, à savoir que toujours j'ai cru sur base de certaines informations que ce gouvernement était en train de s'amender, que ce gouvernement était en train d'assouplir le totalitarisme d'Hafez al-Assad pour aller avec Bachar al-Assad vers une forme de démocratisation, et qu'il valait mieux donc attendre quelques années que ce processus se poursuive plutôt que d'arriver à une intervention militaire soutenant l'ASL qui pouvait mener à une guerre civile dans le pays. Donc maintenant que j'ai vu la réalité des choses à plusieurs endroits, j'ai quand même fait 4 prisons, on m'a transféré de prison en prison 4 fois, je peux dire que ce régime est absolument abominable, et que rien n'a changé depuis les époques d'Hafez al-Assad, et qu'on est vraiment dans c'est plus un pays, la Syrie, c'est un régime qui utilise la terreur pour contrôler sa population. Alors, le régime a ses partisans, je l'ai toujours dit. J'avais la conviction que la majorité des Syriens soutenaient le président, je n'en suis plus sûr du tout maintenant. J'ai toujours dit que c'est une conviction, je n'avais pas de preuves scientifiques évidemment de ce que j'avançais, pas de sondage, ce genre de choses, donc soyons clairs, mais j'ai changé de conviction sur ce plan et je le dis, je m'étais trompé, me semble-t-il. Donc, une grosse boulette, je crois, de la part des services secrets syriens. Le ministère de l'Information ne doit pas être très content de ce qu'ils ont fait, mais pour moi, en tout cas, je suis très très heureux d'avoir, même si ça a été très pénible et très dur, notamment lorsque j'ai été interrogé très sévèrement à Homs, je ne regrette pas ce qui s'est passé, et si revivre cet enfer, je le revivrai parce que je vais maintenant pouvoir au moins témoigner au nom de tous ceux qui sont restés là-bas. Moi, je m'en suis sorti parce que je suis belge, parce que le consul de Belgique est intervenu très efficacement, mais sans ça, je pense à tous ceux qui sont restés là-bas, y compris des camarades de cellule, parce qu'en quelques jours, dans un enfer comme ça, on se fait vite des camarades parmi des gens qui vous aident, alors que vous êtes tout seul et désespéré. Donc j'ai été arrêté parce que ces services secrets de cette région-là, enfin, je veux dire, les quelques personnes qui vérifiaient mon passeport, étaient convaincus. C'est ce qui m'a été reproché, c'est sur ce qu'on m'a interrogé, que j'étais membre des services secrets français et que j'étais sur place pour organiser la logistique ou assister la logistique, l'organisation de l'armée syrienne libre, ce pourquoi je me rendais d'une place à l'autre où
je rencontrais quand je le pouvais donc l'armée syrienne libre. Évidemment, j'avais des photos sur moi, sur une clé USB, des photos de l'armée syrienne libre et des photos de moi en compagnie d'officiers de l'armée syrienne libre, et c'est ça qui a aggravé mon cas, si je puis dire. Alors il y a quelques mois, vous avez été, pour faire bref, éjecté du cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient pour avoir dénoncé la propagande occidentale vis-à-vis du régime de Bachar al-Assad. Celle-ci est-elle toujours d'actualité? Alors, soyons clairs, je n'ai jamais dénoncé la propagande occidentale. J'ai dénoncé les erreurs de l'information. J'ai toujours dit, dans plusieurs interviews, que je ne crois pas qu'il y ait un complot contre la Syrie. J'ai toujours dit que les États-Unis sont très satisfaits des progrès, des rapprochements qu'ils ont pu obtenir entre eux et le gouvernement al-Assad. Israël est très satisfait du gouvernement al-Assad, qui est un très bon deal à sa frontière et garantit sa sécurité. Cette analyse m'a été confirmée par de nombreux Palestiniens qui sont actuellement arrêtés et enfermés dans les prisons du régime. J'en ai rencontré quelques-uns, une bonne dizaine qui étaient internés avec moi, et qui, en fait, les Palestiniens de Syrie ne sont pas dupes du double discours d'Assad, et sont sur le point, semble-t-il, de changer de camp, de ne plus le soutenir comme ils l'ont fait jusqu'à présent, ou du moins de ne plus rester neutre, parce qu'ils ne le soutiennent pas vraiment. Donc, voilà pour Israël. Quant à l'Europe, elle a toujours eu de bonnes relations avec al-Assad, elle lui a acheté 98% de son pétrole, et n'a pas trop envie que tout ça change. Pourquoi? Pour quelques milliers de malheureux qu'on torture en prison. Bon, cynisme des relations internationales. Donc, je n'ai jamais parlé de propagande de la part des médias occidentaux, mais de méconnaissance du terrain, parce que absence du terrain, et également de se fier trop à cette source unique qui ressort en permanence quand on parle de la Syrie, qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais j'ai mené une enquête sur l'Observatoire syrien des droits de l'homme. J'ai déterminé qu'il y avait en fait 2 observatoires syriens des droits de l'homme, qui chacun est lié à un groupe différent de l'opposition. J'ai publié tout ça dans le magazine Africasie. Chacun y trouvera les informations nécessaires. Donc, mais nos médias continuent manifestement, aveuglément et sans se poser plus de questions sur la chose, à utiliser cette source-là. Voilà, c'est cela que j'ai dénoncé. Alors, effectivement, on continue à utiliser ces sources et à raconter certains bobards. Je veux dire, je reviens de Syrie, j'ai été... Bon, à dire le mot, j'ai été torturé, même si j'ai presque honte de dire que j'ai été torturé, alors qu'en fait, comparé à ce que subissaient les Syriens qui étaient arrêtés avec moi, moi j'ai reçu, je veux dire, à côté de ça, c'est comme si j'avais reçu deux claques. Bon, c'était un peu plus que ça, mais bon, on n'a pas brûlé quand même les membres à l'électricité, on n'a pas arraché des morceaux de chair, on n'a pas battu à mort, voilà, donc je m'estime très très heureux. Mais donc, oui, j'ai souffert tout ça, et je ne suis pas en train maintenant de complètement dans l'émotion retourner complètement ma position en signifiant que tout ce qui se dit sur le régime syrien est vrai. Non, quand je pense qu'il faut quand même rester modéré. Mais je ne change pas de position donc sur Al Jazeera par exemple, ou sur l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui, comme je l'ai démontré à plusieurs reprises, ont créé des fakes et inventent des éléments pour discréditer le régime. Alors en vous exprimant dans un média belge, vous avez écrit « Je pense que là, nous devons intervenir ». Je n'aurais pas dit ça il y a quelques jours, mais je crois que l'intervention militaire est absolument nécessaire en Syrie, d'autant qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous, contrairement à la Libye par exemple. Ce serait une véritable intervention humanitaire. Cette position tranche avec la politique de non-ingérence que vous aviez auparavant. Pouvez-vous commenter cette citation? Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on me reproche actuellement. Enfin, c'est ce que du moins une certaine gauche marxisante, que je respecte, qui a des combats très nobles, me reproche actuellement, c'est de ne plus défendre bec et ongle les principes de non-ingérence. Bon, effectivement, depuis que je suis rentré, c'est-à-dire hier, en fait, j'ai donné quelques interviews et je soutiens maintenant l'idée, ce que je n'aurais pas fait auparavant, en parlant de manière peut-être trop théorique, je soutiens l'idée d'une intervention militaire en Syrie. Qu'est-ce que je veux dire? C'est important ceci. Qu'est-ce que je veux dire par là et pourquoi? Je changeais de
je vais dire d'avis, d'opinion, d'analyse sur la question. En fait, il est vrai que je me suis retrouvé moi-même dans une situation très pénible et que j'ai vu des choses absolument abominables. Alors j'essaye de mettre ça de côté, tout en tenant compte comme un des éléments de mon analyse. Jusqu'à présent, j'ai défendu effectivement le principe du droit westphalien, de l'intégrité des frontières et le principe onusien d'ailleurs. Même si un gouvernement s'avère une horrible dictature, il est le gouvernement légitime d'un État souverain et dès lors, ce gouvernement doit être respecté comme tel, c'est aussi cynique qu'il soit le principe du droit international, et les frontières de l'État doivent être respectées. Seule une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, en fonction de la Charte des Nations Unies et des résolutions de l'ONU, peuvent amener à une intervention. Bien. Laissez-moi finir mon idée, s'il vous plaît. Donc voilà, la question maintenant est de savoir. En Syrie, je pensais, comme je l'ai dit, que le régime était beaucoup plus souple qu'il ne l'avait été et que les intentions du système étaient de se réformer vers la démocratie. C'est dans la dernière interview que j'ai donnée juste avant de partir en Syrie le 9 mai à Russia Today, c'est ce que j'expliquais. J'ai pu constater, d'une part, que le régime en Syrie ne change absolument pas. Je n'ai pas été enfermé qu'à Homs, où là j'ai passé une nuit vraiment dans l'enfer le plus total. Mais j'ai été enfermé également à Talkalak, et puis j'ai également vu le centre de Palestine Branch, qui est bien connu à Damas pour être un des centres les plus importants et les plus terribles des services secrets syriens. Et enfin, j'ai été enfermé ensuite dans une prison civile, dans un sous-sol, à la prison de Bab al-Moussala. Donc j'ai pu, par ces différentes expériences successives sur 6 jours, quand même, bon, 6 jours de prison, c'est pas grand-chose, mais ça permet quand même d'avoir une petite idée de ce qui s'y passe, j'ai pu me rendre compte que le système est peut-être pire encore que ce qu'il n'avait été, si c'est possible, à certains moments, par rapport aux informations qu'on avait sur le système répressif syrien. Et bon, vous me direz évidemment, on est dans une situation difficile, donc les tortionnaires mettent les bouchées doubles. Donc ça c'est une chose. D'autre part, j'ai rencontré plus qu'auparavant les membres, y compris des officiers de l'armée syrienne libre, et la rébellion demande maintenant une intervention. La rébellion s'est bien rendu compte qu'ils n'ont pas la possibilité de renverser cet abominable régime sans une aide extérieure. Ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que Bachar al-Assad et le système politico-économique qui l'entoure contrôlent une armée qui, dans l'ensemble, reste fidèle. Une armée qui est composée d'éléments qui ont leurs intérêts à rester fidèles au régime, et il y a également les services secrets, environ 2 millions de fonctionnaires membres des services secrets qui ont intérêt à garder leur position, et donc le système s'appuie sur ces deux éléments, et actuellement le régime Bachar al-Assad se sent très très fort et capable de briser les tentatives de révolution. Donc j'ai rencontré aussi après en prison, dans ces différentes prisons, des dizaines d'opposants politiques qui eux tous m'ont demandé aussi de le dire, ils appellent à une intervention étrangère. Vous savez, j'essaie de peser mes mots et d'être très juste pour ne pas trahir la moindre de leurs idées et être le plus honnête possible. Et je me suis rendu compte en fait que les Syriens dans l'opposition, ceux qui souffrent, me disaient qu'ils étaient à ce stade, pour une intervention étrangère. Sans cette intervention étrangère, le système arrivera d'ici quelques mois, peut-être un an et demi, à écraser complètement toute opposition et rien ne changera. Ce système abominable, ce régime horrible de terreur continuera son œuvre dans ce pays.
Alors j'en viens effectivement, j'ai toujours réfléchi par rapport à la Syrie dans un dans un rapport coût-bénéfice, et à partir du moment où j'avais des indices qui me permettaient de supposer que le régime évoluait vers la démocratisation, qu'il y avait une sincérité de la part de la direction politique du pays de réformer les institutions, la guerre civile qui risque, et là je réponds à votre question, la guerre civile qui risque de se déclencher en cas d'intervention étrangère, cette guerre civile, pour moi, était pire que, c'est terrible ce que je dis, mais que d'attendre le temps nécessaire pour que le gouvernement fasse ses réformes. Et se réforme avec des pressions progressives de la société civile qui a exprimé, je crois, assez clairement ses intentions et ses revendications lors de cette année qui s'est écoulée. À présent que, grâce à cette arrestation des services de sécurité syriens, j'ai ouvert les yeux, j'ai pu, plus exactement, j'ai ouvert les yeux, j'ai pu accéder à l'invisible, j'ai pu accéder à tout cet univers des coulisses du régime, et j'ai pu surtout, parce que c'est pas l'émotion de la souffrance et de l'horreur que j'ai vue, hein, dont je suis en train de parler, j'ai pu surtout accéder aux opposants enfermés, emprisonnés, qu'on a fait taire. À partir de ce moment-là, j'ai changé mon point de vue et je me rends compte que oui, il est nécessaire, même si le pays doit passer par cette guerre civile, par ce moment difficile, il est nécessaire d'intervenir pour soutenir la rébellion. Alors, est-ce qu'on peut observer, comme il y a quelques mois, de grandes manifestations de soutien au régime de Bachar al-Assad ? Alors, je ne peux vous parler que de Damas, parce que ces grandes manifestations de soutien au régime, c'était essentiellement dans les grandes villes. Cette fois-ci, je n'étais présent qu'à Damas, et j'ai été étonné de voir qu'il n'y avait même plus les petites manifestations de quartier pro-Bachar. Je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, et quelqu'un m'a dit, je ne peux pas donner le nom évidemment, c'est un de mes contacts qui est en plus un contact pro-régime. Je précise, à Damas m'a dit que c'était fini, les gens sont fatigués. Les gens sont lassés de cette situation de conflit, ils sont lassés aussi de difficultés économiques énormes qui commencent à apparaître en Syrie au niveau de la population suite aux sanctions économiques internationales. Et ils en ont assez aussi de ce régime qui est un régime de terreur. Je l'ai découvert, je vous le dis, là je parle peut-être un peu à chaud, mais cette personne m'a dit, voilà, il faut le reconnaître quand même, on est dans une situation maintenant où à un certain moment on a préféré ce gouvernement à l'instabilité, mais dans des conditions comme celle-ci, peut-être il faudrait envisager effectivement de renverser ce gouvernement qui est de surcroît un gouvernement qui exerce la terreur sur le pays. Donc les grandes manifestations, c'est terminé. Ces grandes manifestations qui étaient, me semble-t-il, assez sincères pour une grande part des manifestants présents. Bon, il y avait bien sûr quelques autocars de fonctionnaires qui étaient obligés d'être là, de membres du parti, mais il y avait une sincérité par rapport à la crainte de ces habitants des grandes villes de voir le pays sombrer dans la guerre civile. Il y avait aussi un fort nationalisme par rapport à un discours qui était le discours, qui est toujours le discours d'Al-Assad, du grand complot international contre la Syrie. Actuellement, il y a un essoufflement de ce soutien à Bachar al-Assad qui est assez manifeste. Dans l'hypothèse d'une intervention militaire, comment pourrait-on éviter que la situation dégénère comme elle a pu dégénérer en Libye, par exemple ? Alors, je pense que les cas ne sont pas comparables. En Libye, on a eu une guerre clanique. Je ne parlerai pas de guerre tribale parce que même certaines tribus se sont divisées. On a eu une guerre en gros entre l'Est et l'Ouest pour des raisons liées à la configuration tribale, clanique très prégnante en Syrie. Aussi avec une intervention, une ingérence étrangère immédiate pour des raisons économiques. Faut le dire, pour des raisons néocolonialistes. Je pense qu'il faut pas avoir peur du mot. On est vraiment dans une guerre néocoloniale avec cette intervention de l'OTAN en Libye.
Et on a eu aussi un problème au niveau du régime, problème pour le régime Kadhafi, dans la mesure où certains des grands pontes du régime ont manifestement, on n'a pas encore la preuve, mais bon, je crois que les évidences sont là, ont manifestement été approchés, et ça de toute façon était le cas pour beaucoup de diplomates étrangers, par des États occidentaux. On leur a promis une immunité s'ils changeaient de camp. C'est ce qui s'est passé notamment, prendre l'exemple phare, pour l'actuel président du Conseil national de transition en Libye, qui était l'ancien ministre de la Justice de Muammar Kadhafi, qui a changé, qui a retourné sa veste pour un poste peut-être plus intéressant maintenant. Donc il y a eu une guerre des chefs aussi à ce niveau-là, savoir qui allait remplacer, qui allait devenir calife à la place du calife. Donc on est dans cette configuration-là. Ce n'est pas du tout la même chose en Syrie. Alors, la dégénérescence du conflit en Libye, elle a été provoquée par l'intervention de l'OTAN. D'accord. Parce que l'objectif de l'OTAN était de changer le gouvernement du pays en sa faveur. Ici, en Syrie, il ne s'agit pas de la même chose. Ici, en Syrie, on a un groupe de la population qui soutient le président, bon, pense aux Alaouites bien sûr, une grande partie des chrétiens qui voient ce qui se passe en Irak, qui voient ce qui se passe en Égypte, et qui s'inquiètent beaucoup du renversement du régime laïque bassiste. De certaines autres minorités et d'une partie de la communauté sunnite, la communauté sunnite, une partie de la bourgeoisie sunnite soutient Bachar al-Assad qui a entrepris certaines réformes sur le plan du libéralisme économique qui lui est très profitable à cette bourgeoisie sunnite. Donc ces groupes, évidemment, on peut le penser, ces communautés, confessions vont soutenir le régime et s'opposer à l'armée syrienne libre. Cela dit, la connaissance le plus pointue que j'ai maintenant de l'armée syrienne libre me permet de dire que cette armée n'est pas composée uniquement de sunnites islamistes radicaux. Bon, je ne le disais pas déjà de cette manière-là, mais c'est vrai qu'il y avait une dominante sunnite avec des accents salafistes dans cette armée syrienne libre, que maintenant, l'ayant rencontré à Talbichet et à d'autres endroits que je tairai, notamment à Damas, eh bien, je peux le dire, on a des chrétiens, les Alaouites, membres de cette armée syrienne libre, y compris parmi des officiers alaouites. J'ai rencontré un capitaine alaouite, et capitaine de l'armée syrienne libre, donc de la rébellion, et je pense qu'il n'est pas impossible qu'avec un soutien occidental, on voit des personnes qui actuellement se réclament du régime et disent défendre le régime, changer de camp. J'aimerais bien vous raconter une histoire qui m'est arrivée en prison, un jeune homme qui a été emprisonné avec moi, qui était dans cette prison. Malheureusement pas vous donner de détails sans le mettre en grand danger si votre interview était utilisée ou entendue. Je peux juste dire ceci. Dans sa famille, il y a des militaires haut gradés. Ce jeune homme qui refusait de servir en tant que soldat et de tirer sur des gens qui se battent pour leur liberté, c'est ainsi qu'il m'a parlé, m'a assuré que ces hauts gradés de sa famille sont prêts, s'il y avait une possibilité bien réelle d'avoir un soutien étranger solide, à entraîner leurs unités dans la rébellion contre le régime. Alors c'est un témoignage unique de quelqu'un qui est peut-être mort maintenant parce qu'il a été arrêté 2 jours avant que moi je ne sois relâché, s'est retrouvé dans la même cellule que moi, et il devait passer ensuite par les mains des services de renseignement. Quand on passe dans les mains des services de renseignement, qu'on est syrien et qu'on est accusé de trahison, c'est le passage à tabac à mort, à coups de câble, à coups de bâton. On en ressort rarement vivant. Donc, ce jeune homme m'a dit cela, qui m'a donné plus d'indications, plus de précisions sur qui étaient exactement ses 2 parents au gradé de l'armée,
et ça m'a fait réfléchir aussi. On m'a dit que beaucoup de gens dans l'armée sont prêts à lâcher le régime, mais ils ont peur pour le moment. Si un apport extérieur, une aide extérieure sérieuse leur est promise et se met en place, à ce moment-là, ils auront la possibilité de se manifester en faveur de la rébellion. Est-ce que finalement, prôner l'intervention militaire, ce n'est pas faire le jeu de ceux qui veulent déstabiliser le régime de Bachar al-Assad? Et en cas d'intervention militaire, comment faire pour que les Syriens gardent le contrôle de la situation et que cela leur soit profitable? Écoutez, je ne vais pas, je ne peux pas me positionner dans ce discours-là. C'est-à-dire que vous tenez évidemment un discours ici qui est un discours qui est le discours des altermondialistes, hein, que je respecte également. Je veux dire, je n'ai pas de, je reproche rien, mais c'est ce discours qui va un petit peu dans le sens du grand complot. On veut démolir le régime baathiste. Je dis, mon analyse depuis le début du conflit est très claire sur ce point. Le régime al-Assad, c'est plutôt le soutenir que l'on fait. On essaye de l'affaiblir quelque peu, on profite de la situation pour le rendre plus dépendant, hein, mais on ne veut sûrement pas le dégommer. Ni Israël, ni les États-Unis, ni les Européens, et sûrement pas les Russes, ni les Chinois. Donc ce régime se sent très très fort, et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à réagir comme il le fait. Donc une intervention occidentale à laquelle je ne crois pas, n'est-ce pas? Je plaide pour une intervention, mais je ne vois pas, à part la France, l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour des raisons qui ne sont pas très bonnes, me semble-t-il, mais à part ces trois États, qui est vraiment intéressé par une intervention en Syrie, d'autant moins que l'armée syrienne, et c'est autre chose que l'armée irakienne, par exemple, hein, de Saddam Hussein en 2003, ou c'est autre chose que l'armée libyenne en 2011. Ces deux armées étaient affaiblies, c'était plié à une série de contraintes internationales depuis un certain temps. L'armée syrienne, elle est très très bien équipée et vous savez, pour le moment, Bachar el-Assad tient le pays avec cette armée sans avoir eu besoin d'utiliser ni les unités spéciales de blindés, ni les unités aéroportées ou l'aviation. Donc on est voilà, on est dans un pays qui est très très bien armé, donc je ne crois pas que cette intervention aura lieu, mais s'il avait lieu, vu que nous n'avons pas particulièrement d'intérêt dans ce pays, c'est un pays qui, au niveau des ressources naturelles, est assez pauvre finalement, je crois qu'on aurait une vraie intervention humanitaire et qu'une fois un gouvernement démocratique mis en place, on pourrait se retirer. Je veux dire, à la limite, ce sera le test. Jusqu'à présent, j'ai dénoncé ces fausses interventions humanitaires. Je pense à la Libye, à l'Irak en 2003, à humanitaire ou pour protéger la paix dans le monde, entendons-nous. Je pense à la Yougoslavie. On a là toute une série de guerres qui, sous le couvert de guerre humanitaire, en fait, ont défendu des intérêts géostratégiques ou économiques. Ici, il n'y a pas d'intérêt géostratégique. Au contraire, l'intérêt géostratégique, c'est le maintien en place de ce gouvernement. Il n'y a pas d'intérêt économique. Alors voyons si enfin la communauté internationale peut faire une guerre vraiment humanitaire pour secourir un peuple, tout un peuple qui est dans la terreur d'un régime, et secourir une partie de ce peuple qui a pris la décision de se rebeller, de prendre les armes et d'essayer de renverser ce régime. Certains expliquent votre revirement par le fait que, à votre retour en Belgique, vous auriez été conseillé ou aurez subi des pressions de la part de la diplomatie belge. Comment réagissez-vous à ces accusations? Voilà, comme j'ai été un grand défenseur du non-interventionnisme, même certains m'accusaient, d'autres que ceux dont vous parlez maintenant, de défendre le régime de Bachar al-Assad par mes positions, fût-ce indirectement. Je vais devenir, pour ceux qui sont maintenant, comme moi, pour une intervention, un objet de récupération. On va dire, Pierre Pichine, qui jusqu'à présent a toujours défendu le régime, ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas a été très modéré, ça je le reconnais, qui a défendu le principe de l'intervention, après les horreurs qu'il a vues, après c'est avoir été sur le terrain et avoir été au contact dans les prisons des opposants internés, a compris enfin, et lui qui pourtant
avait d'autres positions, maintenant soutient l'idée d'une intervention. Du coup, toute une série de personnes qui étaient très d'accord avec moi jusqu'à présent et qui m'utilisaient parfois un peu comme porte-drapeau, vont dire « Ah, mais il a subi des pressions. On l'a payé. » J'ai lu ça sur mon Facebook. Hein. J'ai eu toutes sortes de choses. Dès que j'ai déclaré, j'ai fait part de ce que j'avais vu là-bas dans les grandes lignes. Je suis en train de mettre tout ça par écrit. Ce sera bientôt publié en détail. Hein. Vous verrez, ce n'est pas triste. Et en même temps, à ma nouvelle position, c'est-à-dire mon engagement maintenant pour une intervention en Syrie, on m'a traité de tous les noms, on m'a dit que j'avais subi des pressions, que j'avais même été payé, donc tout ça c'est déballé sur mon Facebook, sur les articles de presse online qui ont été publiés depuis mon retour également. Bien, non, je n'ai subi absolument aucune pression. Je crois que mon CV en ligne que constitue mon website est très clair. Après tout ce que j'ai fait dans ce printemps arabe notamment, en Libye, en Syrie et ailleurs, il faut quand même être un peu gonflé pour me présenter comme quelqu'un qui cède à des pressions. Je n'ai pas reçu de conseils non plus. En ce qui concerne précisément la diplomatie belge, je peux seulement me féliciter que nous ayons eu à la fois au ministère des Affaires étrangères 2 personnes qui ont géré mon dossier d'une manière, d'une efficacité extraordinaire, et que le consul belge à Amman, Monsieur Kenis, était lui aussi, lors de la négociation avec les Syriens, extraordinairement efficace. J'ai pu assister à la négociation finale pour ma libération, j'étais présent. Les Syriens posaient des problème sur problème, au niveau du billet d'avion. Ils voulaient me garder quelques jours en plus, manifestement, parce que telle destination n'était pas autorisée, je ne pouvais pas me rendre à Beyrouth, je ne pouvais pas me rendre au Caire, ni à Amman, donc il fallait que ce soit le plus en Europe, soit directement en Belgique, c'est ce qu'ils voulaient absolument, soit dans un autre pays plus éloigné que la Belgique. On a choisi Londres finalement, pour ne pas que je reste encore des jours et des jours en prison, parce qu'il n'y a plus beaucoup de vols qui parlent de Damas, n'est-ce pas? Donc, la diplomatie belge a vraiment travaillé de manière extrêmement efficace. Pourquoi ces complications? Bon, j'avais quand même quelques marques sur le corps et je suppose qu'on a voulu attendre le plus longtemps possible pour que je sois un peu plus présentable, je ne sais pas. Donc, c'est une idée. Voilà. Donc, mais vraiment, la diplomatie belge, je ne peux que me féliciter de son efficacité dans ce dossier, pour m'avoir très vite retrouvé aussi, parce qu'à un moment, j'avais vraiment disparu. Mon téléphone portable avait été confisqué, immédiatement éteint lorsqu'il m'avait été confisqué, donc on ne pouvait plus me localiser du tout, et je n'ai pu donner ma position que grâce à l'aide de quelques détenus qui ont rassemblé un petit peu d'argent, payé un gardien. On a pu ainsi avoir accès à un téléphone portable. Je connaissais de mémoire le téléphone fixe d'un ami. Je l'ai composé, cet ami par chance était chez lui ce jour-là, il m'a répondu, je lui ai dit voilà, je suis dans la prison maintenant de Bab al-Moussala, il faut absolument venir me chercher. J'étais couché sous une couverture, comme si je dormais, et je ne vais pas donner son nom, mais il mériterait d'être cité, mon voisin dans cette cellule, avait une petite radio. Alors chaque fois qu'un gardien s'approchait pendant la conversation que j'avais au téléphone, chaque fois qu'un gardien approchait l'entrée de la cellule, montait un petit peu le son de la radio, c'était le signal, je devais me taire, faire semblant de dormir, et puis quand le son diminuait, je pouvais reprendre la conversation pour donner les informations nécessaires. Et c'est ainsi qu'on a pu me localiser et me sortir de là, sinon je crois que la diplomatie belge chercherait toujours à me localiser dans ce pays. Alors quels sont maintenant vos projets pour les prochaines semaines à venir? Bien, dans l'immédiat, je vais achever de mettre par écrit tout ce que j'ai vécu pendant ces 6 jours, mon interrogatoire notamment, et puis d'écrire au mieux que je peux le faire avec des mots, ce qui n'est pas facile, ce que j'ai vu. Les prisonniers qui m'ont aidé dans ces cellules, dans ces journées difficiles, et les politiques que j'ai rencontrés dans cette prison, dans ces différentes prisons, m'ont dit tu ne nous dois rien du tout. Moi, j'étais extrêmement ému de l'accueil qu'ils m'ont fait, de l'aide qu'ils m'ont apporté, comment
ils m'ont soigné, comment ils m'ont donné à manger. Vous savez, dans ces prisons-là, on n'est pas très loin, pas à ce point-là, mais on n'est pas très loin de Midnight Express. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur les prisons turques. Et on n'a rien sans payer. Moi, j'avais été complètement dépouillé de tout, je n'avais aucun moyen, donc ils m'ont donné à manger, ils m'ont donné un matelas, une couverture, ils m'ont soigné, et donc je leur dis pour tout vraiment merci, parce que sans ça, je ne sais pas comment j'aurais pu passer ce cap. Et ils m'ont dit, tu ne dois rien du tout. La seule chose qu'on te demande, quand tu rentreras chez toi en Europe, là où vous êtes libre de parler, c'est de dire tout ce que tu as vu ici sans rien cacher. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors Pierre Pichinin, je vous remercie pour votre témoignage. Je rappelle aux auditeurs que vos travaux sur le printemps arabe sont consultables sur votre site internet www.pierrepichinin.eu. À bientôt, merci. Merci à vous.